Oh, bonjour tout le monde. Ce matin, je veux revenir sur le projet de loi 7 qui a été déposé par la présidente du Conseil du Trésor hier, Mme Duranceau. C'est un projet de loi qui est extrêmement lourd. On parle de la modification ou de l'abrogation de 81 lois. Même chose pour les règlements. On parle de 36 règlements abrogés ou modifiés. Puis là, on commence à débroussailler tout ça et il y a un certain nombre d'éléments qui nous inquiètent et qui nous préoccupent à l'heure actuelle. Bien sûr, on veut le dégraissage de l'État, davantage de reddition de comptes dans la fonction publique, bien entendu. Mais à un moment donné, il faut faire attention aussi à ce que le travail a été fait consciencieusement et rigoureusement. Quelques exemples. D'abord, en environnement. Pouvoir piger jusqu'à 1,8 milliard de dollars dans le fonds vert pour l'investir, par exemple, dans la construction de routes, c'est véritablement une hérésie, c'est un détournement de fonds et ça va absolument à l'encontre de ce pourquoi le fonds a été créé, si c'est pour la transition énergétique, pour l'atteinte de nos cibles en matière environnementale. On n'est vraiment pas dans ce sens-là. Puis évidemment, on ne peut pas ne pas faire le lien avec les intentions du ministre Drainville, vraisemblablement de revoir à la baisse les cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre. Un autre élément qui est préoccupant, c'est la fusion de l'INES et de l'INSPQ et surtout leur mise en tutelle sous l'égide de Santé Québec ou du ministère. C'est à voir exactement quelles seront les responsabilités des uns et des autres. Mais il faut savoir que l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, c'est un organisme indépendant, c'est un organisme de recherche scientifique et qui doit faire des recommandations, mais à l'abri de toute influence politique. Et aujourd'hui, si on perd cette indépendance-là quant à la recherche pour meilleures pratiques cliniques, il y a un enjeu là, pour l'innovation, puis il y a un enjeu aussi pour l'indépendance des chercheurs. Le dernier exemple, c'est Transplant Québec. On a réalisé pendant une période d'1 an un mandat d'initiative à la Commission de santé et services sociaux sur le don d'organes et de tissus. On a convenu dans une première observation que Transplant Québec était l'organisme le mieux placé pour prendre en charge éventuellement l'ensemble des opérations. Un organisme qui existe depuis plus de 50 ans, qui a fait ses preuves. Et on s'attendait au dépôt d'une loi cadre dans les prochaines semaines pour justement officialiser cette direction-là. Et aujourd'hui ou hier, on apprend que l'organisme, on va tout simplement lui couper les vivres, lui couper les ailes et transférer cette fonction-là à Emma Québec. C'est préoccupant et surtout contradictoire et incohérent. Là-dessus, il y a plein de sujets dans l'actualité. Pascal et moi, nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie de Lucien Bouchard sur les médecins qui révèle qu'à 2 reprises, on est venu près de s'entendre avec les spécialistes, mais que Christian Dubé a fait capoter la négociation? Bien, écoutez, c'est regrettable parce qu'on voit que le gouvernement, puis là, on vise particulièrement le ministre Dubé, a voulu provoquer de toute pièce une guerre aux médecins et une situation, une crise sociale essentiellement, ou en santé du moins. Et là, on apprend qu'on aurait pu s'entendre. Tout ça pour ça, c'est la conclusion à laquelle on en vient aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de réglé, là. On a fait 2 concessions dans les derniers jours, mais vers où on s'en va, si l'objectif est d'améliorer les soins de santé, l'organisation des soins pour la population québécoise, si c'est pour avoir une première ligne plus forte, réduire les listes d'attente en chirurgie, cette crise-là ne donne rien de bon, on l'a déjà dit, mais de savoir qu'on aurait pu s'entendre et éviter ce psychodrame-là, c'est vraiment... moi, ça me rend perplexe. Est-ce que donc M. Dubé doit être écarté du dossier par M. Legault? C'est ce que demande M. Bouchard. C'est aussi ce que demandent les députés de la CAQ. Alors, moi, j'ai tendance là-dessus. C'est rare qu'on est d'accord, mais je serais plutôt d'accord avec les députés de la CAQ. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Bien, en fait, c'est M. Legault qui donne la direction dans ce dossier-là. Depuis le début, le plus vote-en-guerre de tous les députés de la CAQ, c'est le premier ministre, et qu'il assume sa responsabilité pour régler une bonne fois pour toutes la crise qu'il a créée. M. Legault, c'est pas la même chose? Bien, en fait, le premier ministre est le responsable là, de la gouvernance de l'État. Et si le... Pardon? Même s'il s'impliquait dans le dossier, bien, il faut qu'il s'implique dans un esprit de régler la situation. D'accord avec M. Dubé, là. C'est la mission qu'on lui a donnée. Ouais. Ça change quoi?
Bien, ça change quoi? Ça change que la responsabilité ultime du premier ministre, on doit l'attester. Et s'il veut régler la situation ou s'il veut faire perdurer l'état de crise actuelle dans le domaine de la santé, c'est à lui de choisir. Mais moi, je pense que pour la population du Québec, il faut régler. C'est quoi vos attentes pour les cibles d'immigration tout à l'heure? Puis craignez-vous que le PEC disparaisse? Bon, alors il y a 3 choix aujourd'hui, 3 cibles que le gouvernement a évoquées. La nôtre est connue, c'est 35 000, mais ce qui est surtout connu, c'est notre volonté d'avoir l'ensemble des pouvoirs en matière d'immigration, ce que nous souhaitons et ce que la CAQ a abandonné en cours de rite. On va prendre connaissance du plan gouvernemental tout à l'heure, mais évidemment, il y a des craintes qui se manifestent, notamment dans nos régions. Je ne vous cacherai pas que dans un cégep comme celui de Matane, d'ailleurs, ça a été évoqué dans les médias dans les derniers jours, là, il y a des craintes quant aux étudiants internationaux, par exemple. Donc, notre cible demeure la même. On a été cohérent depuis 2018 là-dessus, même qu'à un moment donné, il faut se souvenir là, que la CAQ avait des cibles qui étaient plus élevées que le gouvernement libéral. Alors, c'est un test de cohérence pour le gouvernement aujourd'hui. On sera très attentifs. Seriez-vous ouvert, vous, à ce qu'on devance la loi là, pour la grève à la STL pour mettre fin à ça? Bien, on vous rappelle qu'on a voté contre cette loi-là. Et il faut bien se rendre compte de ce que ça voudrait dire. Dans la loi, le ministre s'arroge le pouvoir de mettre fin par décret à la grève. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à devancer l'application de la loi où le ministre se donne ce pouvoir-là? La réponse, bien entendu, c'est non. Le principe à l'heure actuelle dans une négociation, c'est un rapport de force entre, évidemment, le syndicat et l'employeur. Et nous, on pense qu'il faut privilégier la négociation. C'est ça le système dans lequel on est. Si on accrédite la thèse du gouvernement qui dit chaque fois qu'il va y avoir une grève, le gouvernement a le pouvoir d'y mettre fin, bien évidemment, on n'aura plus la capacité d'aucune façon, dans aucun domaine, d'avoir une situation qui se règle par des ententes négociées. On sait que c'est on dit que c'est un service essentiel, ouais. Mais c'est comme si aujourd'hui, les services essentiels, c'était juste pour les gens qui font du 8 à 5. Mm-hmm. À Montréal, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est la réalité? Bien, moi, je vais vous le dire, on pense que, au-delà de la définition légale du service essentiel, c'est vrai que le transport, la mobilité, le transport en commun, c'est absolument primordial pour l'ensemble de la population de la ville. Alors, évidemment, leur priver de ce service-là pour une période étendue, ça n'a pas de bon sens. Il faut trouver un règlement. Puis nous, on dit d'avoir décidé, comme syndicat, d'empêcher les gens d'aller, par exemple, voter à travers le service de transport en commun le jour de l'élection municipale. C'était absolument... comment je pourrais dire ça? On l'a fortement critiqué. Et là, de continuer dans cette voie-là, je pense que ça ne bénéficie à personne, au premier chef, les employés syndicaux. On comprend que vous êtes contre cette loi-là, mais dans des situations exceptionnelles, le pouvoir que le ministre se donne, c'est de dire « Hey, le judiciaire a décidé que c'était juste ça là, en ce moment. » Puis c'est un peu là-dessus que le combat du Parti québécois depuis de nombreuses années, on laisse au judiciaire, dans le fond, à un juge de décider c'est quoi un service essentiel. Alors que les élus peuvent se prononcer puis mettre un terme par décret à une loi qui, selon eux, à une grève qui, selon eux, ne dessert pas la population, la prend en otage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez pour dénouer l'impasse? Mais écoutez, encore une fois, nous, on appelle les partis à une négociation de bonne foi. La mairesse vient d'entrer en poste et elle se donne 10 jours pour régler. Nous, on lui fait confiance là-dessus. Il faut trouver un règlement négocié. Puis par rapport au judiciaire versus le politique, vous savez que le judiciaire, à l'heure actuelle, c'est aussi ce pouvoir-là qui a décrété que arriver avec des mesures qui empêchent les travailleurs syndiqués d'exercer leur droit de grève, bien, ce serait anticonstitutionnel. Alors, on est un petit peu dubitatif sur le projet de loi 89, à savoir s'il va passer le test des tribunaux aussi. Oui, allez-y. Est-ce que les 1,8 milliard du Fonds vert pourraient ultimement servir à financer le troisième lien? Bien, la question est de savoir si le troisième lien, c'est autre chose qu'une fable électoraliste, puis la réponse est non. Alors, non, il n'y aura pas de troisième lien, il ne se réalisera jamais, et c'est bien entendu que le 1,8 milliard du Fonds pour l'électrification
et les changements climatiques doit être investi dans des mesures qui sont liées au plan pour une économie verte, qui permettent la transition puis l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. D'ailleurs, ça me permet de dire que ce matin, on va déposer une motion, évidemment une motion sans préavis, pour souligner que le Québec, depuis 10 ans, adhère à l'accord de Paris. C'est comme 194 pays et qu'on s'est fixé des objectifs et qu'il faut les atteindre parce que c'est l'avenir des générations à venir qui est en jeu, et l'avenir de la planète. Et ça, il ne faut pas déroger à cet objectif-là. Puis on a des fonds qui sont disponibles, qui ne sont pas investis dans la transition. C'est malheureux. Donc, si j'ai bien compris votre allocution au début, là, il me semble que vous aviez dit que c'est un détournement de fonds, qu'on prenne des sommes dans le fonds vert puis qu'on les mette dans d'autres fonds. Pouvez-vous élaborer un petit peu? Écoutez, les sommes versées au fonds servent principalement à financer les actions inscrites dans le plan de mise en œuvre. Si on décide que ces fonds-là peuvent être transférés ailleurs, fonds des générations ou encore dans la construction de routes, bien, pour moi, on détourne les fonds de leur mission, de ce pourquoi ils ont été constitués. Donc, c'est aussi clair que ça. Et c'est aussi préoccupant que ça, parce qu'on voit que le gouvernement actuellement ne va pas dans la bonne direction. Je vous invite à aller écouter l'allocution du ministre Drainville hier, alors qu'il y avait une motion qui était débattue, la motion du mercredi. Et il disait d'une part que le Québec allait continuer, n'allait pas reculer, mais qu'il fallait prendre en compte le contexte géopolitique actuel en Amérique du Nord et essentiellement qu'on allait s'aligner sur les politiques de Donald Trump. Et il y avait un message absolument contradictoire, puis il ajoutait le fait que nous, on avait une taxe carbone, ce qui est faux, on n'a pas de taxe carbone, mais une bourse du carbone, puis un système de plafonnement. Il y avait quelque chose de très inquiétant dans le discours qui semblait déconnecté de la réalité actuelle et de la mission du ministre de l'Environnement, de protéger l'environnement du Québec et mettre en place des mesures qui nous permettent d'atteindre ces objectifs-là, qui doivent être d'ailleurs discutés dans la commission parlementaire bientôt, puis c'est constamment repoussé, c'est retardé. Comment vous allez diminuer, vous, le prix de l'essence? Le prix de l'essence, on a déjà discuté de ça, je pense, abondamment. Il y a toute la question des taxes et des surtaxes qu'il faut regarder. Il y a le cartel des pétrolières qu'on dénonce depuis au moins 7 ou 8 ans. Il y a des mesures plus macro économiques qu'on peut prendre. C'est des objectifs, ça, de réduire le prix de l'essence? Bien, vas-y, mais... Bien, je veux juste indiquer que dans certaines régions, il n'y a pas de transport en commun. Prenons le cas de ma circonscription et dans d'autres. Quand il n'y a pas de transport en commun, quand l'industrie agricole et les citoyens n'ont pas d'autres options, il faut avoir également cette sensibilité-là. On le dit beaucoup dans Arthabasca. Et le monde rural là-bas nous disait cette même chose. Donc, je pense qu'il y a aussi tenir compte de l'absence de transport, d'alternatives dans plusieurs régions du Québec. Et quant au cartel, il y a des régions présentement où on nous rapporte que c'est inexplicable pourquoi le prix est très élevé, puis la région voisine, elle ne l'est pas. Le Bureau de la concurrence fédérale, c'est très long, les enquêtes. Il y en a eu quelques-unes. Ça nous prendrait une instance beaucoup plus rapide, qui est capable de voir les données rapidement là, sur Internet, puis de poser des questions, s'il y a eu des contacts, s'il y a eu des gens qui se sont parlé pour fixer le prix. Donc, il faut révolutionner nos façons de faire. Les citoyens sont très rapides à avoir le prix de l'essence, puis ils nous le disent. Alors, il faudrait des instances rapides aussi. Juste pour être clair, est-ce que utiliser le fonds vert pour permettre une réduction du prix de l'essence aux citoyens, est-ce que c'est une bonne solution? Pas pour les routes, en tout cas. Non, c'est pas le moyen. C'est pas le moyen. Mais ce qu'on dit, c'est que les Québécois, les usagers de la route au Québec ne doivent pas payer indûment pour justement les mesures climatiques par rapport aux autres juridictions autour. C'est écarté donc de prendre le fonds vert pour financer cette baisse de Est-ce que c'est une mesure qui permet de la transition énergétique ou de la transition écologique? La réponse est non. La manœuvre là, qui est proposée, là, c'est de prendre le surplus puis de dégager de l'espace dans le fonds consolidé pour éventuellement financer une baisse de la taxe sur l'essence. C'est ça là, qui est dans le projet de loi de Mme Duranceau. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec ça? C'est pas le surplus qui paye directement, mais il crée l'espace disponible dans le sac à main. Ah oui, mais le mot-clé dans votre question, c'est la manœuvre. Si on peut pas faire, en fait, comment on dit ça, là? Essayer de faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement, le résultat est le même.
Donc, vous Donc ça ne confirmez- convient pas, ce qui est mis de l'avant par Mme Duranceau, pour vous, ça passe pas. Non, c'est pas ça. Donc, le PQ fera jamais ça, de prendre le fonds vert pour aider à baisser... Non, ça n'a jamais été dans nos intentions. On était surpris de voir ça dans le projet de loi qui a pour objectif là, de rendre l'État plus agile et plus efficace et plus efficient. On a vu que M. Marcellet a perdu son poste de PDG de l'OPC hier soir. Ça reste que, comme à l'habitude, ce monsieur-là ne perd pas son emploi dans la fonction publique. Là. Il va être administrateur d'État, payé avec le même salaire. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce qu'il y a une façon de se défaire de ça un jour? Il a été écorché à la commission Galland. C'est sûr que si les résultats ne sont pas là, il faut se demander, comme le public, pourquoi on garde les gens. Mais dans cette nouvelle-là, il y a aussi une autre nouvelle, une autre nomination partisane d'une proche du premier ministre à son cabinet, responsable de l'acquisition de talents. C'est son titre. Je ne sais pas c'est quoi sa moyenne au bâton, mais elle est nommée à l'Office des professions. Alors, je me demande pourquoi, parce que le premier ministre veut se représenter, puis il a dit qu'elle allait gagner. Alors, pourquoi elle ne veut pas poursuivre avec le premier ministre? C'est une autre nomination partisane. Et je vous rappelle qu'en 2018, la première loi qui devait être adoptée, c'est une loi qui met fin aux nominations partisanes aux petits amis, comme disait le premier ministre. Bien, on ne l'a toujours pas, cette loi-là. Alors, ça s'accumule. Et c'est ce que j'ai vu aussi à travers ça. Alors, oui, M. Marcellet, je pense que les gens ont été insatisfaits dans l'appareil public puis auprès du public, mais il y a aussi une nomination partisane qui est jointe à ça. Ça s'accumule, ça en fait pas mal. Je veux juste revenir, vous en avez parlé au début, puis je suis désolée de notre indiscipline. L'INES, les NSPQ, s'il y a une autre pandémie, est-ce qu'on va être mieux servi par le nouvel institut qui est proposé, selon votre analyse? Mais moi, je ne crois pas qu'on améliore les choses en rapprochant des instituts d'excellence ou de recherche ou les scientifiques de l'égide du politique. Et c'est les premiers commentaires qu'on a obtenus. Les gens nous ont contactés rapidement en disant « Nous voulons avoir un siège là, lors des consultations particulières parce qu'il y a des enjeux de neutralité, d'indépendance, de recherche, de science qui risquent d'être impactés de façon très, très directe. Et il faut pouvoir, puis rappelez-vous, vous me parlez de la pandémie, on a toujours assisté à une confusion des rôles entre le pouvoir politique exercé par le premier ministre et le directeur de la santé publique, peu importe qui occupait le siège. Aujourd'hui, si on fait disparaître encore davantage cette ligne-là entre la recherche puis l'expertise médicale et scientifique et le pouvoir politique, ça augure très mal pour l'avenir du Québec, non seulement dans le cadre d'une pandémie, mais pour l'amélioration des services et des soins de santé et de l'organisation des soins de santé. Merci. First, your reaction on what we've heard about Lucien Bouchard talking about Mr. Dubé twice, cutting short negotiations that could have been fruitful. Well, obviously, it confirms that what the government was looking after was a war against the doctors, not settlement. And now that we weren't in the negotiation process, but I think what Quebecers want is for the system to improve and for the government to find an agreement with the doctors so we'll get better treatment, better services. And to hear that twice, we were on the brink of signing a deal, and that somehow Mr. Dubé didn't want that to happen. Tells a lot about what it's really about. And is this conflict about improving the system or improving the CAC scores in the public opinion? I think the conclusion is the second option, which is dramatic for Quebecers. And just quickly about your refusal to change the date for the STM strike. Can you explain why you refused to change the date and that it would help? We heard the new mayor of Montreal saying that she's giving herself 10 days to settle the deal and
the problem, the strike, and we support her. We didn't support Bill 89 because it gives the minister too much power when it comes to suspending all pressure means by all union members and all unions in all sectors, and this is not the way to go about having a negotiated settlement between unions and their counterparts, their bosses or what, their counterparts. Yeah. Thank you.